Dans le cadre d'un projet du Centre des recherches ibériques et ibéro-américaines de l'Université Paris-Nanterre, qui a pour but de mettre en avant le monde de la traduction, j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui à M. Thierry Davot, enseignant à l'Université de Reims depuis 1982, membre du Centre interdisciplinaire des recherches sur les langues et la pensée, et qui est également le traducteur de plusieurs textes, dont toute l'œuvre de Rafael Mengibar Ochoa. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler de votre expérience, Monsieur Davot. Ben, merci à vous. Je vais commencer dans un premier moment par vous demander comment vous êtes entré dans le monde de la traduction. Qu'est-ce qui vous a mené vers ce monde? Est-ce que c'était peut-être votre parcours académique ou est-ce que ça n'avait rien à voir? Oui, j'ai découvert la traduction comme tout étudiant à l'université. C'était un exercice imposé, le thème, la version. Il y a des gens qui n'aiment pas, mais moi j'ai adoré tout de suite. Je crois qu'il y avait un travail avec les mots. J'ai très vite compris que j'étais littéraire par le biais de la linguistique. C'est-à-dire que on avait des options à prendre. J'ai pris l'option linguistique. J'ai un formidable homme qui était Georges Jean comme professeur de linguistique en première année de fac. C'était un rêve. Et alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas. C'est une phrase qu'on attribue à André Breton. Un journaliste lui demandait avec quoi vous écrivez. André Breton disait j'écris avec des mots. Et moi, j'ai une vision de la littérature qui est très saussurienne, c'est-à-dire qu'un mot est là où il est parce que ce n'est pas un autre mot qui est à cet endroit-là. C'est un, voilà. Et quand je lis un livre, quand je vois un mot dans un livre, je me dis quel autre mot l'auteur aurait pu choisir, quelle autre syntaxe l'auteur aurait pu choisir et qu'il n'a pas choisi et pourquoi. Et c'est ça qui m'intéresse dans la lecture, qui fait que pour moi, la lecture est toujours comme ça, une résolution de problèmes presque mathématiques. Enfin, il y a un plaisir comme ça, une énigme, la question. Alors, j'ai tout de suite aimé la traduction, j'ai tout de suite aimé mettre mes pas dans les traces de l'autre, pour reprendre la formule qu'utilisait Elsa Triolet pour parler de la traduction. Hein, on met ses pas dans les traces d'un autre et j'ai adoré ça. Et j'ai eu, je dois dire, d'excellents professeurs de traduction, très différents les uns des autres, et qui m'ont appris, je pense, la rigueur, hein, en particulier. André Berthelot ou Renaud Richard en première, deuxième année. Et ensuite, j'ai eu la chance, arrivant à Paris, d'avoir Jean-Claude Chevalier comme professeur de traduction, parce que j'étais pas normalien, mais j'étais auditeur libre à Normal Sup où Jean-Claude Chevalier assurait des vacations. Donc j'avais Jean-Claude Chevalier comme professeur de linguistique à la fac et j'avais Jean-Claude Chevalier comme professeur de traduction à Normal Sup. Et il y a une anecdote qui m'a frappé. C'est qu'un matin, lundi matin, c'est un lundi matin, il y a Jean-Claude Chevalier qui arrive et qui nous dit, voilà, j'ai passé le week-end à réfléchir à la traduction de canapé, parce qu'il y avait canapé dans un texte, et le premier réflexe, c'est de traduire par sofa. Il dit, mais j'ai relu des textes de l'époque, j'ai passé le week-end, et j'ai conclu qu'étant donné l'époque à laquelle a été écrit le texte, la meilleure traduction possible de canapé, c'est canapé. Est-ce que c'est à Et partir de là où votre passion pour la traduction a commencé? oui, oui, je crois que c'est là. Je trouve qu'un type qui passe 48 heures pour nous expliquer que la meilleure traduction possible de canapé, c'est canapé, je crois que ça m'a bien intéressé. Alors, il y a une chose beaucoup plus récente qui m'a aussi frappé, c'est en visitant une exposition qui a été montée par l'Université de Genève, je crois, une exposition itinérante, consacré au graffiti gallo-romain.
Et il y a en particulier un graffiti qui m'a marqué parce que c'est on reconnaît un quadrupède, on ne sait pas d'où quel animal c'est, mais il y a une bulle et dedans il y a marqué en latin Wawa. Et ça m'a scié quand même. Quand on pense aux heures qu'on a passées à faire de la traduction latine, de la version latine, du thème latin, savoir que Wawa, ça se dit Wawa, ça m'a illuminé. Ça, Pouvez-vous nous parler de votre expérience, de l'élément déclencheur qui a fait que vous avez décidé déjà de votre rencontre avec Rafael Mengibarrocho et puis cet élément qui a fait que vous souhaitez traduire toute l'œuvre de cet artiste? Bon, je suis parti vivre au Costa Rica et quelques jours avant mon départ, j'avais rencontré comme ça dans la rue mon ancien prof de traduction, Renaud Richard, qui m'avait dit traduire, c'est une habitude. Si on reste plusieurs jours sans traduire, on perd les réflexes. Il me dit, moi, je traduis tous les jours. 10 minutes, un quart d'heure, mais je traduis tous les jours. Et moi, j'y avais pensé. Et puis, je me suis retrouvé en Amérique centrale, au Costa Rica, à la saison des pluies. Il n'y avait pas grand-chose à faire parce qu'il y avait 1 mètre d'eau dans les rues. Et j'étais comme beaucoup de monde, je ne savais pas du tout, je n'avais pas la moindre idée de ce qui s'écrivait en Amérique centrale à ce moment-là, parce que, mis à part Darío et Asturias, quels étaient les écrivains costariciens des années 80, personne ne savait. Et donc, une des premières choses que j'ai faites en arrivant, c'est d'aller dans une librairie mythique qui était juste en face de l'université, la librairie Macondo, qui s'appelait Macondo, qui avait comme gérant un barbu, qui était un Argentin exilé, qui s'appelait Dante, chose qui ne s'invente pas. Et j'avais fait une razzia sur toutes les publications d'Amérique centrale de cette époque, de l'époque, quoi. Et parmi les livres, il y avait ce livre de Rafael Mendizábal Ochoa qui s'intitulait Historia del traidor de Nunca Jamás, qui venait juste de paraître. Et c'est un livre qui m'a tout de suite fasciné, qui m'aurait moins fasciné. Il était moins original que je croyais, mais simplement j'avais une culture extrêmement basique. Si à l'époque j'avais connu Nicanor Parra, si à l'époque j'avais connu Roque Dalton, j'aurais trouvé ce livre sans doute moins original, mais c'était un collage littéraire. Et comme c'était un collage fait de petits fragments très épars, très différents les uns des autres, j'ai trouvé que c'était à portée de ma main de traduire ce livre. Et après, quand j'ai connu Rafael Mendizábal Ochoa, il m'a dit, tu sais que j'avais jamais écrit de roman, c'est mon premier roman, et s'il est si court, c'est justement parce que j'ai voulu tester tout ce dont j'étais capable. Et qu'étant donné mes connaissances techniques, mon savoir-faire de l'époque, je n'étais pas capable de faire plus. Et donc, on a donc un premier roman traduit par quelqu'un dont c'est la première traduction. Et à ce moment-là, j'avais un copain qui se lançait dans l'édition et il dit donc, Alain, ça t'intéresse? Et Alain qui avait une petite maison d'édition sartoise consacrée à des ouvrages locaux qui raclaient un peu les fonds de terroir, comme je dis, mais qui avait l'ambition de devenir un éditeur à part entière. Il avait des livres d'histoire, il n'avait encore jamais publié de littérature, et il a été partant. Donc, c'est l'histoire d'un trio, hein, Oui, première fois l'auteur, pour tout le monde. le traducteur et une bande de 3 copains finalement. On est devenus copains parce qu'avec Alain à l'époque, je le connaissais, mais on avait déjà travaillé ensemble. Il avait été rédacteur en chef d'une revue dans laquelle je publiais des articles, mais on est devenus très complices grâce à cette aventure de la publication de
Rafael Mendizábal Ochoa. À l'époque, il n'y avait pas de roman salvadorien publié en France. Ça allait être le premier. Il se trouve que des problèmes de délai de fabrication ont fait que ça a été le deuxième, puisque Un día en la vida de Manuel Argueta est sorti juste avant, mais tel que c'était programmé, ça allait être le premier roman salvadorien traduit en France. Vous, c'était les premiers romans traduits que vous traduisiez. Est-ce que ça vous a beaucoup marqué, cette traduction? Non, ça ne m'a pas marqué parce que j'étais complètement inconscient. J'étais complètement inconscient, peut-être un petit peu trop imbu de moi-même, comme on l'est quand on est jeune et qu'on vient de réussir brillamment des études. On s'imagine qu'on peut traduire sans avoir de besoin de dictionnaire. Et cette traduction, j'ai peur de la relire. Vraiment, j'en garde un exemplaire là parce que je ne suis pas du genre à mettre les livres au feu, mais je pense que ça doit être un anti-modèle, un modèle de ce qu'il ne faut pas faire en matière de traduction. Raphaël m'a aidé. Ça se fait partie des choses tout à fait curieuses, c'est que quelques semaines après avoir commencé à traduire, j'ai fait par hasard la connaissance de son père, dans une réunion de travail à l'ambassade. Et donc il m'a mis en contact avec lui, il était très content parce qu'il s'imaginait que personne ne connaissait son fils. Et effectivement, à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui connaissait son fils, c'était son premier roman. Et donc, on est tout de suite devenus très complices. Et puis, je lui posais des questions, il me répondait par. C'est l'époque où on prenait une feuille de papier, on écrivait dessus, puis on mettait dans une enveloppe, on collait un timbre et on allait à la boîte aux lettres. Et puis très vite, il m'a dit, j'en ai marre, pourquoi tu ne viens pas? Il vivait à Mexico à ce moment-là, et donc j'ai pris l'avion, je suis allé le rejoindre, et ça a été le début d'une très grande complicité. Et une fois que le premier roman a été traduit et publié, il y a eu le deuxième, et puis il y a eu le troisième, et puis comme ça. Faut dire, je ne me suis pas posé la question des œuvres complètes. Pour moi, ça allait de soi que quand Raphaël écrivait un texte, je le traduisais. C'est devenu un projet de vie, en quelque sorte, au-delà du texte. C'est une histoire d'amitié, de complicité. Alors, il y avait une chose qui énervait beaucoup Raphaël, c'est que je mettais beaucoup plus de temps à lire ses livres que lui à les écrire. Mais entre-temps, on discutait, on en parlait. Ce qu'on est en train de faire là, nous on l'a inventé. Hein, on a inventé la messagerie automatique avant qu'elle existe. Je veux dire, on a devancé toutes les inventions actuelles. Quand on ne pouvait pas chatter parce que ça n'existait pas, on s'envoyait des mails, on s'envoyait 20 mails dans la journée, puis on répondait comme ça. Et puis voilà. Et puis il m'envoyait ses brouillons. Un jour, il m'envoie un message en me disant, Thierry, c'est absolument épouvantable. Je suis arrivé à la fin de mon premier chapitre et mon héros est mort. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, vous faisiez partie du procès de création. Je lui dis, écoute, relis Chronique d'une mort annoncée. Et puis... Moi, je suis le traducteur, je ne suis pas l'auteur. Et quelle a été l'œuvre que vous avez préférée de traduire? Je crois que c'est Le bref inventaire de toutes les choses. Le bref inventaire de toutes les choses, qui est un roman terrible. C'est une revisitation, à mon avis, du mythe de Pygmalion avec un homme qui sculpte une femme. Mais le problème, c'est qu'il la sculpte au sens propre du terme, que la femme, elle en meurt. Et derrière tout ça, il y a les artistes de la chair, c'est-à-dire les membres des escadrons de la mort. Enfin, c'est un leitmotiv chez Raphaël. Je crois qu'on ne peut pas être salvadorien de cette génération sans avoir des images absolument terribles. D'ailleurs, quelques heures encore avant sa mort, il délirait. Il entendait des hélicoptères. Enfin, on a toute une génération là qui a été marquée
par cette guerre civile, enfin civile si on veut, hein, comme l'avait titré Le Monde, guerre civile au Salvador, de points, un officier américain meurt au combat. Donc voilà, c'est des histoires absolument atroces qui l'ont marqué et qui marquent une partie importante de son œuvre. Et alors sur ce roman, j'ai un souvenir très précis, c'est la traduction du titre. Et ça me semble intéressant parce que ça a été parfaitement inconscient. Breve recuento de todas las cosas, il y avait plusieurs traductions possibles de recuento, et j'ai trouvé qu'Inventaire, ça allait plutôt bien, c'était le sens, mais en plus, parmi les différentes possibilités. Et c'est après coup, je me suis rendu compte que breve recuento de todas esas cosas, en espagnol, c'est un endecasílabo, un vers de 11 syllabes, et que spontanément, inconsciemment, j'avais traduit par un octosyllabe français. Alors, pour moi qui suis du nord de la France, parce que, bien évidemment, pour quelqu'un qui est du sud de la France, bref inventaire de toutes les choses, c'est pas vraiment un octosyllabe, mais pour moi, c'en est un bref inventaire de toutes les choses. Et il y a beaucoup de choses qui se font sciemment dans la traduction, mais là, il y a un cas flagrant finalement d'empreinte culturelle. En tant que Français, si je veux faire une belle phrase, c'est ou un alexandrin ou un octosyllabe. Enfin, voilà. Et pour Raphaël, de son côté, c'était la même chose, l'endecasílabo, ce vers mythique de la poésie populaire. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait de traduire? Quel est l'élément le plus motivant pour vous? Il y a plusieurs choses dans la traduction. Il y a d'abord la documentation. Il faut être bien documenté sur le thème du roman, sur l'univers dans lequel il se déroule. Et ça, autrefois, il y avait des encyclopédies. Aujourd'hui, il y a Internet, c'est bien pratique, pour savoir que quand un roman se déroule au Mexique et qu'il y a le circuito, il ne faut surtout pas le traduire par circuit. Enfin, mais donc il faut chercher sur tout, il faut chercher sur tous les mots. Et le circuito, voilà, on cherche et puis on découvre que c'est ce qu'au Mexique, enfin ce que les Parisiens appellent le périphérique intérieur. Enfin, voilà, donc circuito, périphérique. Enfin, c'est quelque chose qui ne va pas de soi et qu'on découvre. On se renseigne, on se documente, on apprend des choses absolument extraordinaires, en particulier des choses qui ne vous serviront jamais, mais il y a le plaisir de découvrir, le plaisir de l'anecdote. Enfin, voilà, moi, avant d'avoir traduit des romans policiers, je ne sais pas ce que c'était que la gâchette. Je confondais la gâchette et la détente, enfin, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la détente? On la presse, on appuie dessus, voilà. Il y a tout un travail de recherche, d'apprentissage. Il y a des romans dans lesquels il y a des miroirs, donc il faut se documenter un petit peu sur l'optique. C'est tout à fait passionnant et on apprend plein d'anecdotes curieuses, des choses que personne ne sait et qu'on ressort après à table à un dîner où les gens n'en ont rien à faire, mais c'est pas grave, on a parlé, il fallait parler, on a parlé. Donc c'est apprendre en profondeur ce qui vous plaît. Oui, donc il y a ça qui me plaît beaucoup, et puis ensuite il y a le travail d'écriture. Le traducteur, c'est un paresseux qui a trouvé la manière d'écrire sans subir l'angoisse de la page blanche. La page, elle est là. Et ensuite, il y a le défi. On résout une énigme. On se donne un objectif. Il y a l'objectif de la fidélité. La fidélité à quoi? Moi, je reviens à cette histoire de bref inventeur de toutes les choses. Il y a dans une conférence, il y a une grande traductrice, Norgueil Bataillon, qui n'était pas que traductrice, elle a aussi beaucoup fait
pour mettre en lumière le statut du traducteur, et elle donnait des conférences, et il y a une phrase de l'Orgueil Bataillon qui, moi, me frappe, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours plus ou moins ressenti, mais c'est elle qui l'a verbalisé. C'est plus je vieillis, plus je suis persuadé que la seule fidélité qu'on doive, c'est la fidélité au rythme. Et ça me semble très important. C'est un... Je ne sais pas si on traduit un texte ou si on n'est pas traduit par le texte. En tout cas, c'est le texte qui vous dit, c'est le texte qui vous dit comment il a envie d'être traduit. Je ne traduis plus du tout les premières pages, n'importe quelle page d'ailleurs, de L'étranger d'Albert Camus depuis que j'ai entendu Albert Camus lire son propre texte. J'ai l'impression que maintenant, quand je traduis une page de Camus, je la traduis avec l'accent algérois. C'est tout à fait curieux, c'est tout à fait intéressant. Et puis il y a ce travail qui est un long travail, qui est le travail de finition, de polissage. Un jour, j'étais à une terrasse de café à Paris, un printemps ensoleillé, j'avais un manuscrit avec mon stylo et puis mon verre de bière, et j'avais mis la photo sur Internet avec premier brouillon terminé, maintenant polir. Et il y avait Luis Sepúlveda qui avait mis sur Facebook une note « Bon courage ». Et ça peut durer. Pour moi qui travaille pour le plaisir, parce que ce n'est pas ma profession, là je peux m'éclater et j'ai tout mon temps, et ça peut durer des mois, des années, comme Raphaël quand il écrivait. Hein. Raphaël, il a certains de ses romans qu'il a mis une dizaine d'années à écrire. Et lorsqu'il est venu en France, il a donné une conférence, une table ronde devant des étudiants à Lyon, et où il a expliqué son travail en utilisant l'analogie avec la sculpture. Et il dit, ça fait 500 ans que tout le monde croit que Michel-Ange était un grand sculpteur. Michel-Ange, ce n'était pas un grand sculpteur, parce qu'il n'y a pas de grand sculpteur ou de petit sculpteur. Un étudiant de 2e année d'école de beaux-arts sait sculpter comme Michel-Ange. Ce qui caractérise Michel-Ange, c'est le polissage. Vous prenez la Pietà, il n'y a pas de... C'est le même bloc de marbre, et pourtant, la texture des cheveux de la Vierge, ce n'est pas la même texture que la texture des cheveux, que la barbe du Christ, la toge de Marie, etc. La peau n'est pas la même, etc. Michel-Ange n'est pas un grand sculpteur, c'est un grand polisseur. Et il finissait en disant, je suis sûr d'une chose, c'est que Garcia Marquez, vous et moi, on écrit tous aussi mal. Par contre, Garcia Marquez, c'est un grand polisseur, moi je suis un petit polisseur, et vous devriez apprendre à polir. Et ça, c'est une chose fondamentale, quoi. On réécrit, on essaie de faire un texte qui soit le plus proche possible de l'idée qu'on s'en fait, avec un cahier des charges qui est quand même... Bon, si on traduit Madame Bovary, on ne va pas le traduire... on ne va pas raconter l'histoire des 3 petits cochons. Enfin, il y a un certain respect vis-à-vis du texte d'origine, une fidélité globale au texte, qui n'est pas forcément la fidélité mot à mot, sinon c'est du charabia. Donc pour vous, c'est important déjà la relation avec l'auteur, puis c'est polissage, parce que tout le monde peut traduire, j'imagine, mais pas tout le monde peut polir ces textes et les embellir, puis les rendre spécial, et puis aussi, comme vous dites, la fidélité donc au texte, au point de départ, si on peut dire comme ça. La fidélité au rythme, hein, je reviens à l'Orgueil Bataillon, la fidélité a une relation, hein, je trouve que, bon, mis à part une exception, je n'ai traduit des livres que d'auteurs que je connaissais, dont j'avais fait la connaissance. Soit pendant, soit avant, etc. C'est une histoire d'amitié, de fidélité. Alors tout à l'heure, je vous parlais de recherche, et dans un roman de Carlos Calderón Fajardo, il y a
adolescent qui fantasme sur las medias negras de sa cousine. Ben, traduire médias, c'est pas évident. Parce qu'il est... il y a une chose dont on est certain, c'est que c'est pas des bas. L'adolescente péruvienne avec des bas noirs, on ne le sent pas très bien. Après, c'est quoi? C'est des chaussettes, c'est des soquettes, etc. Et puis, alors pendant très longtemps, j'avais travaillé avec Carlos, mais il était décédé. Et alors j'avais demandé à Ricardo Sumalavia, qui était un ami de Carlos et dont j'avais traduit un roman extraordinaire. Et j'envoie un message à Ricardo en disant c'est quoi ces histoires de medias negras? Parce que je savais que dans certains pays d'Amérique latine, les medias, ça peut être les chaussettes. Enfin, Costa Rica, les medias, c'est les chaussettes. Et alors, il me renvoie un petit message, il était mort de rire, il me dit oui, c'est parce qu'à une époque, dans les années 80, les adolescentes, elles adoraient avoir porté des chaussettes qui montaient au-dessus du genou par-dessus leur blue jean. Ah, voilà. Alors maintenant, comment on traduit ça? Oh ben, grâce à Internet, je suis allé regarder le catalogue de la Redoute et j'ai trouvé que c'était des chaussettes montantes. Voilà, mais il y a tout ce travail qui moi, m'amuse beaucoup. Qui moi, m'amuse beaucoup quand je me suis mis à traduire des romans policiers. Comment s'appellent les différents meubles qu'on trouve dans une morgue, par exemple. Des choses qu'on ne vous apprend pas à la Sorbonne, des choses que vous... Voilà, est-ce que ce sont des casiers, des tiroirs, enfin, voilà. Voilà. C'est... Et alors, donc, c'est le texte qui vous explique, c'est le texte qui vous dit comment il a envie d'être traduit. Et puis, dans mon cas, puisque je ne suis pas professionnel, c'est le texte qui me dit s'il a envie d'être traduit par moi ou pas. Enfin, ça se passe comme ça. Et alors, je sais que c'est très controversé, hein, c'est un manque de professionnalisme de ma part, mais je le revendique. Je suis persuadé que si on veut traduire Shakespeare, il faut faire comme si on était un copain de Shakespeare. On peut pas, il faut aller boire une bière avec Shakespeare. Si on veut bien traduire, si on veut traduire bien Shakespeare. Connaître l'écrivain pour pouvoir connaître bien les textes. C'est ce que vous essayez de dire. Oui, ou faire comme si, jouer. Moi, c'est un jeu, hein. C'est un jeu sérieux. Il y a des gens qui font des puzzles. D'ailleurs, moi, j'étais jeune, je faisais des puzzles. Oui, pour moi, c'est un violon dingue. C'est une activité et c'est pas parce qu'on n'est pas un violoniste professionnel qu'il faut faire fuir les voisins. Hein. Il faut quand on fait quelque chose en amateur, il faut le faire d'autant mieux, hein, que justement, on n'a pas de contrainte, c'est une contrainte qu'on s'impose. Et du coup, est-ce que vous avez un projet, un cours actuellement en tant que qui vous amuse, qui vous fait plaisir, un projet de traduction? Oui, je me suis lancé là dans une chose très, très curieuse. Qui est de traduire un texte d'une langue que je ne maîtrise pas. Je connais un petit peu, mais je ne maîtrise pas l'italien. Grâce à Audrey Louillet, j'ai découvert un écrivain qui s'appelle Wilcock. Audrey Louillet, qui a fait sa thèse sur le fantastique, m'a fait découvrir Wilcock, que je ne connaissais pas du tout, qui est un écrivain argentin qui, jusque dans les années 50, écrit en espagnol, et puis qui, dans les années 50, quitte l'Argentine, s'installe en Italie, le pays de sa mère, et il se met à écrire l'italien, qui est, au sens propre, sa langue maternelle. Et donc, les textes de Wilcock, il y en a qui ont été écrits en espagnol et qui ont été traduits en français.
Il était publié par Gallimard, il a eu un certain succès en France à une certaine époque, une époque où je ne le connaissais pas, dans les années 70. Et puis, il y a des textes écrits en italien qui ont été traduits en français, traduits en espagnol. Et puis, je suis tombé dans une librairie de Milan, je suis tombé sur, ou alors je crois que c'est Audrey Louis qui m'a passé, je ne sais plus. En tout cas, je suis tombé sur ce recueil de nouvelles, Fatti Inquietanti, qui est un recueil de nouvelles. Alors, c'est à ma portée puisque ce sont des nouvelles. Il y en a qui font une demi-page, écrits en italien. Alors, moi, je connais un petit peu la langue française, je connais un petit peu la langue espagnole, mon frère est galicien, j'ai fait du latin, j'ai fait de la phonétique, je connais l'évolution des mots, donc l'italien, avec en plus des bons dictionnaires, l'italien est une langue que j'arrive à décrypter. Et je me suis donc lancé comme défi. Alors, je traduis une nouvelle tous les 3 mois. Je me suis lancé comme défi de traduire Fatti Inquietanti, je traduis en français, de Wilcock. Ça fait partie de mes occupations quand je ne fais pas autre chose. Est-ce que vous n'aimeriez pas que ça soit édité, publié d'ici quelques temps? Il faudra peut-être le faire relire par quelqu'un qui connaît l'italien. Oui, oui, mais moi, je suis un petit peu paresseux dès qu'il s'agit de relations humaines, donc j'ai pas envie de chercher d'éditeurs. D'ailleurs, s'il y a des éditeurs qui m'entendent, là, j'ai 2 manuscrits, un de Soumalavia et un deux de Carlos Calderón Fajardo dans mes tiroirs. Mon éditeur historique a pris sa retraite. Donc, du coup, il s'est mis à traduire. Mais c'est très intéressant parce que pendant 25 ans, Alain Malat, c'était monsieur Stylo Rouge qui prenait mes manuscrits. Et donc, maintenant, il vient à la maison. Et puis, maintenant, c'est vous qui avez les contrôles. Pour me présenter ses traductions, il traduit Ricardo, comment s'appelle-t-il? Enfin, un écrivain espagnol, Menéndez Salmón, grand prosateur espagnol, magnifique. Donc il vient et puis je me venge. Donc oui, non, j'ai pas envie de démarcher. L'éditeur avec qui j'ai travaillé dernièrement est un petit éditeur, il est tout seul, c'est lui qui fait tout. Donc je lui ai envoyé mes manuscrits, il dit oui, je vais les lire. Et puis ça fait 3 ans qu'il ne les a pas lus et que de temps en temps il me téléphone en me disant Thierry, c'était bien ce qu'on a fait ensemble, ça me ferait plaisir qu'on travaille à nouveau ensemble. Je dis, lis mes manuscrits, puis on en reparle. Mais voilà. Il y a vous voyez, cette relation que j'aime bien avoir avec l'auteur, j'aime bien aussi l'avoir avec l'éditeur. Et Raphaël était comme ça. Raphaël me donnait ses livres. Alors d'abord, il ne cherchait pas d'éditeur, il attendait qu'on vienne lui demander ses livres, et il ne signait de contrat qu'avec des éditeurs amis avec lesquels il se sentait en confiance et qui le laissaient libre de ses droits, en particulier de traduction. J'ai un traducteur français, donc aucun éditeur ne m'impose un traducteur autre que celui que j'ai déjà. Et d'ailleurs, on avait été invités ensemble à Arles, dans le cadre d'une série de tables rondes qui s'appelait Un traducteur et son auteur. Et Raphaël avait pris la parole en disant, voilà, nous on est Lucky Luke et Julie Jumper, mais avec le passage du temps, on ne sait plus très bien lequel est lequel. Et donc l'éditeur fait partie du trio, quoi. Vous nous aviez dit depuis le début que vous avez commencé tous les 3 ensemble la première fois. Et puis, est-ce que vous auriez pour finir une il y en a un qui a acheté l'éponge, Raphaël, c'est le traître, il est mort. Mais les 2 autres continuent
continue à porter le flambeau. D'ailleurs, il y a plusieurs romans de Raphaël qui ont été publiés en France avant d'être publiés dans la version originale, puisque Raphaël ne cherchait pas d'éditeur. Et donc là, il y a le dernier roman, le tout dernier roman de Raphaël vient d'être publié au Salvador. On m'a demandé une petite préface. Donc, on continue à faire de la propagande pour quelqu'un qui est quand même un grand écrivain. C'est excellent. Excusez-moi, je vous demandais, j'aimerais savoir si vous auriez, pour finir, une petite anecdote avec tous ces travaux que vous avez fait, des traductions sur l'œuvre de Rafael Mengibar Ochoa. Ma plus grosse faute de traduction, ça c'est... Peut-être, ça serait bien. Maintenant j'en ris, j'en ai pas toujours ri. Instruction pour vivre sans peau. C'est un roman qui raconte un rituel tous les ans, à la même date, dans la même chambre, du même hôtel de Phoenix, en Arizona. 2 personnes se donnent rendez-vous. L'homme est un ancien membre des escadrons de la mort, mais ça on découvre qu'à la fin. C'est una novela para armar. C'est un roman à fabriquer. Lui, c'est un ancien membre des escadrons de la mort qui s'est reconverti, comme beaucoup, en tueur à gages. Et elle, c'est une femme qui, tous les ans, passe une nuit avec cet homme dans une nuit sexuellement assez torride, même très violente, brutale. Et cette femme, elle s'appelle Señora de Tal. Et moi, j'étais habitué à traduire des textes de Raphaël où les personnages n'ont pas toujours un nom. El joven de los ojos soñadores, la prima de C, etc. Ou les villes, d'ailleurs, n'ont pas toujours un nom. La ciudad, El Puerto, alors on sait que c'est Mexico et Acapulco, parce que voilà, mais il ne le dit pas, et donc moi j'ai pensé à Tal, Señora de Tal. Est-ce qu'on laisse comme ça? Moi je pense que enfin, c'est un sujet de polémique, hein, est-ce qu'on traduit les noms ou pas? Est-ce qu'on traduit Casanova par Maisonneuve ou pas? Est-ce qu'on traduit Pedro Páramo par Pierre Lalande ou pas? Là, j'ai ressenti le besoin de le traduire. Voilà, je l'ai donc appelé Madame Intel, en pensant au sens de Tal. Et alors, petite polémique, comme toujours, hein, parce qu'avec l'éditeur, qu'est-ce qu'on a pu discuter? Il y a une autre anecdote que je pourrais vous raconter après. On a bien discuté. Pourquoi Madame Untel et pas Madame Untel? Ben, c'est très simple. Si c'est Señora de Tal, c'est qu'elle est mariée avec un monsieur qui s'appelle Tal. Donc, voilà, Madame Untel. Le livre sort, il paraît, etc. Il est même adapté au théâtre. Donc, voilà, il vit sa vie. Et puis un jour, je rencontre un copain très pervers qui me dit, tu sais que Raphaël était un joueur d'échecs. Je dis oui, mais il a même à un moment gagné sa vie comme ça. Il était chroniqueur dans une revue spécialisée dans les échecs. Et il me dit, tu sais qu'il y a un joueur d'échecs ukrainien, je crois, qui s'appelait Tal, Mikhail Tal. Ah non. Et là, j'ai senti du surfroid dans le dos. Et il me dit, tu sais quelle était la spécialité de Tal? C'est le sacrifice de la reine. Donc là, vous avez compris que oui, c'était peut-être une autre traduction qui aurait... Il ne fallait pas traduire, c'était Madame Tal. Ça, c'est... Alors, je raconte souvent cette anecdote parce que ça me semble être un argument pour dire il faut tout vérifier. Il faut tout vérifier. On n'est pas dans le cerveau de l'auteur et
Et qu'est-ce qui passe par le cerveau de l'auteur, ça on peut pas le savoir. Et donc il faut tout vérifier, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a un joueur d'échecs qui s'appelle Mikhail Tal, qui est connu pour son cynisme en plus, enfin, etc. Voilà, il faut. Alors l'autre anecdote dont je vous parlais, c'est la traduction des onomatopées. Alors, je disais tout à l'heure que j'étais un peu saussurien sur les bords, mais pas complètement quand même. C'est-à-dire que je pense, Saussure d'ailleurs le disait, je pense que une onomatopée doit être le plus justement possible adaptée. Alors pas à ce qu'on entend, moi j'ai jamais entendu un pistolet qui faisait bang. Hein, écoutez un pistolet, il fait pas bang le pistolet, jamais. Et donc, il y avait quelqu'un qui faisait claquer une serpillière mouillée sur un sol. Et donc, il y avait une onomatopée avec les dicteurs. Comment est-ce qu'on va traduire ça? C'est quoi le son? C'est quoi le son d'une serpillière mouillée? Alors, on allait chercher, il avait tout un tas, on a relu en après-midi tout un tas à la recherche d'onomatopée. Et puis finalement, on est allé dans la cuisine, on a pris une serpillière, on l'a mouillée et on s'est mis à taper le sol avec la serpillière, avec l'oreille collée contre le sol. Excellent. On ne savait pas si c'était splatch ou splash, avec ou sans T finalement. C'était ça l'enjeu. Est-ce qu'on met un T à splatch ou est-ce que c'est splash qu'on entend? Mais c'était à partir de la réalité que vous avez pu commencer à réfléchir. Ouais. Donc voilà, bon souvenir de traducteur. Vous avez deux mecs, ils sont tous seuls dans une grande maison, ils sont à quatre pattes dans la cuisine avec une serpillière mouillée. Ah non, c'est un chouette métier. C'est un chouette métier. Merci beaucoup, monsieur Davo, pour toutes ces anecdotes et pour votre passion. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci pour ces bons moments.